bientôt à la baisse, et donc il n'est pas exclu qu'un jour on puisse augmenter un peu le droit d'entrée, car cela va être un peu peut-être difficile. Voilà. Ceci étant dit, soyez les bienvenus. L'idée de faire cette journée sur la cellule vient de cette question que nous nous sommes posée, que la cellule, c'est d'abord le premier objet où il y a un intérieur et un extérieur. Et c'est cette première condition qui a été une condition pour qu'il y ait la vie, entre autres. Et ensuite, cette cellule, évidemment, elle peut être autonome, elle peut exister toute seule, ce sont comme les bactéries. Et donc, ça suppose qu'elle ait toute son ingénierie à l'intérieur, toute sa machinerie. Mais, évidemment, elle s'associe à d'autres cellules, et là, ça forme avec la complexification des êtres et des individus de plus en plus complexes. Et là se pose la question, effectivement, de la communication entre ces cellules, de leur interaction, sous-entendu aussi de leur différenciation, et c'est un peu ces thèmes-là que nous avons voulu aborder aujourd'hui. Donc nous avons d'abord Mathieu Piel qui va nous faire une conférence sur les cellules, ça bouge. Donc Mathieu Piel est directeur de recherche au CNRS. Il dirige l'équipe de biologie cellulaire systémique de la polarité et de la division. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, tout va s'éclaircir. Il a eu un certain nombre de prix. D'abord, il est cofondateur de la société C2. Il a eu la médaille de bronze au CNRS. Il a eu le prix Jean Hamburger en 2018. Et donc, il s'occupe de la régulation du volume et de la masse des cellules, du fonctionnement du cytosquelette et du lien avec la mécanosensitivité. Donc, il étudie notamment les cellules par des techniques nano ou micro, originales. Et notamment, il a étudié les cellules dendritiques, qui sont des cellules qui cherchent les intrus, et une fois qu'elles les ont trouvées dans notre corps, eh bien, elles vont chercher les lymphocytes pour les détruire. Mais les cellules, en se mouvant, peuvent aussi détruire en partie ou endommager leur noyau, leur ADN, des conséquences qui peuvent être délétères en absence de réparation. Et enfin, comment les cellules prolifèrent, migrent, lorsque l'espace est limité. C'est un peu le dada de Mathieu, si j'ai bien compris. Il confine les cellules dans certains réseaux, etc. Et on voit comment ça modifie leur division et leur prolifération. Mathieu, je te laisse la parole sans plus attendre. Les cellules, des briques qui bougent. À toi, Mathieu. Merci, Alexandra. Oui, donc c'est parce que le thème de la journée, c'était les cellules des briques du vivant. Alors évidemment, moi, je vois pas trop les cellules comme des briques, mais c'est vrai que c'est une thématique qui est... c'est une manière de les présenter. Alors, comme j'étais le premier, je n'étais pas sûr que tout le monde, qu'il y ait que des biologistes à m'écouter, donc je fais une petite introduction sur les cellules un peu plus générale, un peu historique, savoir pourquoi on pense que les cellules sont des briques. Et ensuite, je vais me rapprocher plutôt de ce que je fais dans mon laboratoire, qui est d'étudier effectivement comment les cellules bougent. Et je finirai par un aspect qui est vraiment là de la recherche qu'on est en train de faire en ce moment, et pour essayer de vous montrer comment ces choses un peu fondamentales qu'on étudie peuvent avoir un intérêt pour des aspects plus appliqués, en particulier l'aspect qui nous intéresse, qui est lié au fait que je suis chercheur à l'Institut Curie, c'est le cancer du sein, et comment, avec des choses qu'on a pu comprendre sur les cellules qui bougent, on a pu comprendre un aspect particulier du développement du cancer du sein. Alors, la raison pour laquelle les cellules, peut-être déjà, s'appellent des cellules et qu'on les considère comme des briques, c'est que la première personne à les avoir observées, Robert Hooke, il y a quand même pas mal de temps, avec juste une petite lentille, avec ce petit microscope, il a fait une coupe d'une plante, et il a vu qu'en fait, la plante était constituée de plein de petites cases, et ces cases, donc, ça lui a inspiré l'image de cette cellule, comme la cellule du moine. Et donc voilà, c'est devenu ça, et donc effectivement là ça ressemble un peu à des briques, et effectivement les cellules de plantes ne bougent pas trop. Alors ensuite, la deuxième étape importante pour l'image de la cellule dans le vivant, c'est ce qu'on a appelé la théorie cellulaire, qui s'est développée au 19e siècle, et donc c'est cette phrase en latin là, qui veut dire que toutes les cellules viennent d'une cellule. Et l'idée, donc, quand les gens commençaient à observer les cellules et à se demander d'où venaient ces cellules, se sont rendus compte qu'une cellule vient toujours d'une autre cellule, par division, c'est-à-dire qu'il y a une cellule, elle grossit, elle se divise, ça donne deux cellules. Toutes les cellules viennent d'une cellule, et donc tout le vivant est construit de cellules qui grandissent et qui se divisent. Et donc, pour moi, l'idée de brique du vivant pour décrire la cellule, c'est un peu réducteur, dans la mesure où, certes, les briques fabriquent, c'est ce qui fabrique les maisons, par exemple, mais nous, on n'est pas seulement fait de cellules, on est fait par les cellules. Donc ça, c'est un peu différent. C'est les cellules qui nous fabriquent.
Les briques ne fabriquent pas les maisons. Les maisons sont faites de briques. Et en plus, les cellules bougent, et pas les briques. Là, vous voyez la différence entre un mur fait de briques et un embryon qui se développe à partir de cellules. Donc, c'est une vision qui s'est développée, c'est toujours quelque chose de... que les biologistes redécouvrent et redécouvrent, qui est que le vivant, dans le vivant, tout bouge. Et donc, l'aspect dynamique des choses, je ne sais pas qu'est-ce qui est ce bruit-là. C'est peut-être un peu trop fort. Ouais. L'aspect dynamique des choses est très importante dans le vivant. Donc il faut bien considérer que tous ces objets sont dynamiques. Alors, pour vous rappeler que les cellules, c'est des petits objets. Donc si nous, on a une taille d'environ du mètre, donc on est constitué d'organes qui sont eux-mêmes faits de tissus. Et dans ces tissus, il y a des cellules qui, elles, sont plutôt à l'échelle de dizaines de micromètres. Et donc ça, c'est 1/1000e de mètre. Donc c'est très très distant. Si vous imaginez la différence de taille entre 1 mètre et 1 millimètre, c'est par exemple, vous faites plutôt de l'ordre du mètre, le cheveu c'est plutôt de l'ordre du millimètre. Et la cellule, c'est la même encore différence entre votre taille, la taille du cheveu, et la taille du cheveu et la taille de la cellule. Il y a encore un facteur 1000 entre le millimètre et le micromètre. Donc c'est très petit, donc il faut les regarder avec des microscopes. Et c'est pas parce que c'est petit que c'est simple. Donc ça, c'est une image qu'on a souvent quand on veut dessiner une cellule, on fait une espèce d'œuf sur le plat, comme ça. Donc ça, c'est le bord de la cellule, et ça, c'est son noyau où il y a l'ADN. C'est, disons, la version la plus simple de la cellule. Et effectivement, les cellules, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, il n'y a pas qu'une cellule dans l'organisme, il y a plein de sortes de cellules. Donc là, vous avez un dessin, par exemple, d'un épithélium de la peau, qui se serait ici, quelqu'un qui se serait fait une coupure. Voilà. Donc on voit les différents types de cellules, là, les cellules mortes de la peau, les cellules qui fabriquent la peau, des vaisseaux sanguins, voilà. Et puis dans les vaisseaux sanguins, des cellules qui circulent, ici des globules rouges, donc là ça fait que s'il y a une coupure, on saigne. Et en dessous de la peau, il y a toute une matrice faite de fibres de collagène, par exemple, et dans cette matrice vont migrer tout un tas de cellules, comme ces petites cellules qui sortent des vaisseaux sanguins ici quand il y a une coupure, qui sont les cellules immunitaires, qui vont permettre, si jamais il y a une bactérie qui est rentrée par la coupure, elles vont être combattues grâce à ces cellules, et c'est celles-là dont je vais un peu parler plus en détail. Alors on regarde les cellules avec des microscopes. Ça, c'est le microscope de Hooke. Comme je l'ai dit, c'est une petite lentille. Vous avez un équivalent moderne ici, qui est le microscope que j'avais acheté à ma fille il y a quelques temps. Donc ça, c'est pas mal, parce que pour maintenant à peine 100 €, on peut avoir des microscopes où on voit très bien les cellules. Et ça, c'est le mien, voilà, c'est pour frimer un peu. C'est un peu mieux que le microscope de Hooke. Il y a quelques centaines d'années de différence. Donc maintenant, les microscopes sont évidemment pilotés par des ordinateurs. Ici, cette boîte, c'est pour reproduire l'environnement qui va permettre aux cellules de vivre. Donc on contrôle la température, l'hygrométrie, différents paramètres qui font que les cellules se sentent bien. On prend des images toujours avec un microscope, avec des caméras qui sont numériques. Et comme les cellules sont des êtres un peu lents, c'est-à-dire que quand elles se déplacent, même si elles vont très vite, elles vont avancer de quelques microns par minute. On ne peut pas vraiment les regarder sous le microscope comme ça, on s'endormirait. Et donc on prend des images pendant toute la nuit ou pendant plusieurs jours. Et pour ne pas être obligé d'appuyer sur le bouton toutes les minutes, pendant plusieurs jours, on a un ordinateur qui fait ça pour nous, qui prend différentes couleurs, différentes positions sur l'échantillon. Voilà. Donc tout ça est automatisé. Et donc, si on regarde par exemple la peau d'une oreille de souris, on peut voir des choses comme ça. Ici, ce que vous avez en violet, c'est des fibres de collagène. Et puis vous avez les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Alors en général, tout le monde connaît les vaisseaux sanguins parce que c'est ce qui transporte le sang. Les vaisseaux lymphatiques, les gens les connaissent moins, mais il y en a autant que des vaisseaux sanguins. Et ça, c'est ce qui transporte la lymphe. Donc c'est un système, il n'y a pas de cœur pour le faire bouger, c'est les muscles qui font bouger les liquides dans la lymphe, dans les vaisseaux lymphatiques. Par contre, ça transporte les cellules immunitaires. Et c'est extrêmement important parce que c'est comme ça que lorsque vous avez une maladie, vos cellules immunitaires peuvent aller déclencher une réponse immunitaire, il faut qu'elle soit transportée par la lymphe. C'est pour ça que l'absence de mouvement, si par exemple on est alité pendant longtemps, peut donner des problèmes de fonctionnement de l'immunité. Ça c'est pour vous donner l'idée. Dans la peau, la quantité de vaisseaux sanguins en vert là et de vaisseaux lymphatiques qui s'entremêlent. Et dans cet espace, en fait, il y a plein de cellules qui bougent.
ici, ce que vous voyez en vert sont des neutrophiles, donc vous voyez, et les fameux vaisseaux lymphatiques. Donc les neutrophiles ici sont en dehors des vaisseaux lymphatiques, ils se promènent dans le tissu qu'on appelle interstitiel. Bon là il n'y a pas particulièrement d'infection, donc ils bougent un peu au hasard. Et ici c'est un autre type de cellules. Et alors, en bleu vous avez des fibres de collagène. Et les cellules vertes que vous voyez là, alors vous voyez la différence avec les cellules de tout à l'heure, c'est que celles-là, elles bougent toutes dans la même direction. Alors, elles bougent toutes dans la même direction parce qu'en fait elles sont attirées par ici par une molécule qu'on appelle une chimiokine, qui va les attirer vers les vaisseaux lymphatiques. Et ces cellules, ce sont des cellules dendritiques. Donc ce ne sont plus des neutrophiles, là, ce sont des cellules qui, au lieu d'aller attaquer les pathogènes, vont partir de la zone infectée pour aller alerter ce système immunitaire. Donc pourquoi toutes ces cellules bougent? Parce qu'en fait le système immunitaire est un système délocalisé dans le corps. C'est pas un organe particulier qui fait la réponse immunitaire, mais c'est des cellules qui circulent. Vous avez des cellules qui circulent dans le sang. Lorsqu'il y a une infection, elles vont sortir de la circulation sanguine pour aller, par exemple, attaquer l'infection. Mais aussi, vous avez des cellules qui sont résidentes dans les tissus, comme les cellules dendritiques, qui vont manger un petit peu de bactéries, là, et vont partir dans le système lymphatique pour aller rejoindre les ganglions lymphatiques. Ça, vous connaissez les ganglions en général, dans un certain nombre, qui peuvent grossir quand il y a une infection. Et là, elles vont amener de l'information sur le pathogène qui a infecté le tissu pour déclencher une réponse immunitaire qu'on appelle adaptative, c'est-à-dire qu'elles vont sélectionner à partir du matériel qu'elles ont prélevé dans le tissu infecté, elles vont sélectionner les bonnes cellules immunitaires qui vont pouvoir aller attaquer ce pathogène particulier. Ça, c'est quelque chose d'assez génial, donc c'est ça qui nous permet en fait de réagir à des pathogènes qu'on n'a jamais vus auparavant. Et donc ces cellules sont constamment en train de se déplacer et leur motilité est complètement essentielle au fonctionnement du système immunitaire. Lorsqu'il n'y a pas de motilité de ces cellules, le système immunitaire ne fonctionne pas. Et donc c'est quelque chose qui avait déjà été repéré par des biologistes du 19e siècle. Et là vous avez un dessin qui date d'une centaine, d'il y a déjà 100 ans. Donc je m'excuse là, cette faute d'orthographe, je dois la changer, c'est un R ici, c'est pas un J. Parce que ça veut dire jambon, mais en fait il s'appelle Ramon avec un R. C'est un biologiste très important, espagnol. Et donc en fait ce qu'il a observé, c'est que lorsqu'il y a un tissu avec une infection, certaines cellules du sang vont pouvoir passer à travers la paroi du vaisseau sanguin qui passe dans le tissu, et donc se déformer à travers entre les cellules de cette paroi pour aller rejoindre la région infectée. On peut mettre ces petites images l'une après l'autre. Ça donne un petit film comme ça. Aujourd'hui, on est plus habitué à voir des films que des dessins fixes. Ça, on a vraiment l'impression de voir la cellule qui passe à travers le trou. Et donc, cette thématique de comment les cellules passent à travers des petits trous, c'est quelque chose qui n'est pas du tout récent, mais que nous, on a revisité avec des techniques modernes pour essayer de comprendre comment les cellules sont capables de faire ça et quelles conséquences ça peut avoir pour elles, pour leur physiologie. Donc là, je vous remonte encore, c'est un tissu qu'on utilise beaucoup, qui est la peau de l'oreille de souris, où on peut aller regarder, ça c'est un bout donc, de l'oreille de la souris, on peut aller regarder précisément dans un petit coin comme ça. Ici, vous avez ces petits vaisseaux lymphatiques. Toutes les cellules vertes sont des cellules dendritiques. Ça vous montre la surface d'un vaisseau lymphatique. En fait, il a des petits trous par lesquels ces cellules vont rentrer. Et là, vous avez une cellule dendritique qui est en train de rentrer à travers un petit trou. Voilà. Donc c'est vraiment comme le dessin que vous avez vu tout à l'heure. Sauf que là, elle ne sort pas d'un vaisseau sanguin, elle rentre dans un vaisseau lymphatique. Et alors, ce que vous voyez en bleu, c'est son noyau, c'est son ADN, qu'elle est obligée de déformer pour passer à travers le petit trou. Et ce que vous voyez en vert, c'est un système de filaments qui s'appelle l'actine, qui constitue tous les muscles qu'on a en général, et qui est la base des forces qui sont produites dans les cellules, aussi bien au niveau des tissus comme les muscles qu'au niveau des cellules uniques. Lorsqu'elle veut se déplacer, elle va se contracter à l'aide de ces filaments d'actine. Donc alors nous, pour étudier ça plus en détail, par exemple, si on se demande comment la cellule fait pour faire passer son noyau à travers un petit trou, on étudie ça en dehors de la souris. Et pour ça, on peut fabriquer des dispositifs à l'échelle micrométrique
Alors ces technologies, vous les connaissez parce que c'est avec ça qu'on fait ce qui s'appelle la microélectronique, c'est exactement les mêmes technologies, sauf que là, au lieu de fabriquer des circuits électriques, on fabrique des circuits fluidiques dans lesquels il y a des flux de l'eau, enfin des liquides. Et donc dans ces circuits fluidiques, on peut mettre des cellules, et les cellules vont se promener dans ce système. Et pour se promener dans ce système, elles vont devoir, par exemple, passer à travers des petits trous et déformer leur noyau. Ce que vous voyez en vert, c'est le noyau des cellules. Vous voyez qu'elles sont capables de déformer leur noyau pour passer à travers ces petits trous. Donc ça, elles font ça toutes seules, on n'a rien besoin de leur dire. Et donc là, vous voyez donc la cellule qui passe son noyau à travers ce petit trou. Là, vous voyez juste le noyau en bas et vous voyez comment le noyau s'étire et se déforme pour passer à travers ce trou. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu du coup étudier. Là, vous voyez que si on fait un trou qui est trop petit, la cellule n'arrive pas à passer. Donc il y a des tailles de trous à travers lesquelles elles arrivent à passer, des tailles à travers lesquelles elles ne passent pas. Ça permet aussi de segmenter un peu les cellules, dans quel tissu elles vont pouvoir aller ou pas. Vous voyez que là, les trous ne sont pas bouchés, on voit que la cellule passe à travers. C'est vraiment son noyau qui l'empêche de passer, parce que le noyau qui contient donc l'ADN, c'est une partie très rigide dans la cellule. Le reste de la cellule est plutôt comme un espèce de gel qui peut se déformer assez rapidement, mais le noyau, c'est plus comme une boule élastique. Voilà. Donc là, le noyau se retrouve bloqué si le trou est trop petit. Et donc on a étudié ce phénomène plus en détail, et en fait le noyau de la cellule, il est rigide parce qu'il a une enveloppe, que vous voyez ici dans cette image, et cette enveloppe est faite de filaments qui sont très rigides, et donc il va falloir la déformer. Et ce que vous voyez dans ce film-là, où on a marqué le noyau en rouge et encore l'actine en vert, c'est que lorsque le noyau passe, il y a cette accumulation d'actine autour du noyau qui va le presser pour faire passer le noyau. C'est la même chose qu'on voyait ici, sauf qu'ici on peut maintenant étudier le phénomène, faire des modifications sur les cellules. Donc là je voulais vous montrer une expérience typique, et là c'est bien d'un niveau un peu plus élevé que les images précédentes. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience? On a voulu démontrer deux choses. D'abord que cette actine qu'on voyait s'accumuler là, et c'est vraiment importante pour faire passer le noyau, et qu'elle est importante pour faire passer le noyau parce que le noyau est rigide. Et donc il faut une force pour le déformer, comme une balle élastique qu'il faut faire passer à travers un trou. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé alors là, des drogues ou différentes méthodes pour altérer les protéines qui composent la cellule. Et alors ce que vous voyez sur ce graphe-là, qui en fait démontre que cette actine qui s'accumule autour du noyau est nécessaire pour déformer le noyau, c'est que ici on utilise une drogue qui empêche cette actine de s'assembler. Vous voyez ici il n'y a pas d'actine autour du noyau, et à ce moment-là on compte le nombre de cellules qui sont capables de passer à travers les petits trous, et ce nombre de cellules diminue beaucoup. Et là, vous voyez qu'on a traité les cellules avec la même drogue et ça ne leur fait rien, elles passent toujours à travers le trou. Donc la différence entre ces conditions-là et ces conditions-là, c'est que dans ces cellules-là, on a aussi enlevé une protéine qui s'appelle la lamine A, LMNA, lamine A, qui est la principale protéine qui rend les noyaux rigides. Si on l'enlève, les noyaux sont tout mous, et donc ils passent même s'il n'y a aucune force pour les déformer. D'accord ? Donc ça, c'est une protéine qui est importante parce qu'en fait, c'est une protéine sur laquelle il y a le plus grand nombre de mutations qui donnent des maladies humaines, ce qu'on appelle les laminopathies. Parce qu'en fait, toutes les mutations, d'ailleurs c'est un très grand gène, donc il peut y avoir beaucoup de mutations, et toutes ces mutations ne sont pas létales, mais elles vont donner des dégénérescences, donc des gens qui vont développer des maladies au cours du temps. Par exemple, vous avez tout ce qui est myopathie, donc des dégénérescences musculaires, cérébrales, de différents types de tissus. Et une des raisons, c'est parce que les noyaux sont mous, mais ils sont trop fragiles. En fait, les noyaux, à chaque fois que la cellule va se déformer, le noyau risque de se casser. Et donc les tissus vont dégénérer à cause de ça. Voilà. Et donc c'est ça qui protège, cette lamina protège le noyau, l'intérieur du noyau, mais en même temps ça fait que les cellules, du coup, quand elles veulent se déplacer et déformer leur noyau, elles doivent développer des mécanismes particuliers, des petits muscles pour déformer leur noyau. Voilà. Donc il y a là je vous ai montré les cellules dendritiques, mais il y a plein de cellules qui déforment leur noyau. Là vous avez un lymphocyte T, voilà. Il a une tête un peu différente, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il ne fait pas plein de bulles à l'avant parce que lui il ne mange pas les pathogènes. Voilà, il est aussi capable de déformer son noyau.
Et puis vous avez le professionnel de la déformation qui est le neutrophile. Alors lui, c'est très difficile de l'empêcher de passer à travers un trou, même les plus petits trous qu'on fait, il passe à travers. Et une des choses, à part le fait qu'il est plutôt plus petit que les autres, il a aussi un noyau très particulier. Et son noyau, au lieu d'être une boule, c'est comme un chapelet de saucisse enroulé. Et vous voyez, quand il fait passer son noyau à travers, là il y a les images successives, en fait c'est un chapelet de saucisse qui se déroule. Donc il est capable vraiment de le passer à travers des tout petits trous. Et ça c'est parce qu'en fait lui il n'a pas de lamine. Mais il vit très peu de temps. Alors une chose qu'on a découvert en faisant cette étude, qui était assez inattendue en fait, c'est que les cellules, lorsqu'elles vont passer leur noyau à travers des petits trous comme ça, non seulement elles vont exercer des forces pour le déformer, mais en fait elles vont carrément le casser. Donc là ce que vous avez c'est une cellule qui va passer à travers ce trou. Ici vous avez un marquage de l'enveloppe du noyau et là vous avez l'ADN. Donc vous allez voir le film, ça va vous apparaître de manière assez évidente. Donc, vous voyez, le noyau commence à s'insérer dans le petit trou. Et à un moment, l'ADN, donc la chromatine, hop, commence à sortir du noyau. Donc le noyau a fait comme une bulle. Et vous le voyez bien ici. Et donc la chromatine est sortie du noyau parce que l'enveloppe du noyau s'est cassée. Et donc ça nous a surpris. On s'est demandé si c'était parce qu'on faisait passer les cellules dans des petits trous dans nos microcanaux. On a regardé dans les tissus, on a vu la même chose. Et ce qui était assez surprenant, c'est que bien que les noyaux se cassent, les cellules ne meurent pas. Et en fait, après, on a fait toute une étude qui a montré que les cellules sont en fait habituées à casser leur noyau et elles ont des mécanismes qui leur permettent de le réparer de manière très efficace. Voilà. Donc en fait, elles cassent leur noyau, mais elles le réparent et donc tout va bien. Sauf qu'entre-temps, en même temps qu'elles cassent leur noyau, elles cassent aussi leur ADN. Et ça, je vous montrerai à la fin que ça peut générer des problèmes. Donc là, je vous ai montré une question particulière qu'on a résolue en regardant des cellules qui passent à travers des petits trous dans des canaux tout droits. Mais quand on regarde les cellules dans des tissus, ici c'est des cellules qui migrent dans un gel de collagène, elles prennent des formes un peu plus compliquées qu'un canal tout droit avec un petit trou. Donc on s'est mis à développer des nouveaux dispositifs. Par exemple, vous voyez ici une cellule dans un gel de collagène. Une chose qui est intéressante, c'est qu'elles font des branches. En fait, elles sont constamment en train de d'étendre différents bras et de choisir entre ces différents bras. Et donc pour regarder ça, on a fait, au lieu de faire des canaux, on a fait des canaux avec des hexagones comme ça. Et donc là, on peut étudier ce phénomène. Vous voyez, ça c'est une cellule dendritique qui se balade dans une sorte de labyrinthe d'hexagones et qui est capable comme ça de détendre des bras et de choisir ses bras entre ces différents bras. Là, je vous ai montré un film qui est un peu hypnotique. Vous voyez, en fait, les cellules vont être attirées vers ce côté-là. Et ça, c'est pas une image générée par un ordinateur, c'est des vraies cellules qui se baladent dans un réseau hexagonal. Et en fait, ce que vous voyez en couleur ici, c'est la densité d'actine. Nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment cette densité d'actine va permettre aux cellules de choisir la direction qu'elles prennent et d'arriver à suivre une direction particulière. Bon, là, c'est juste pour vous dire, si on veut juste se demander comment les cellules choisissent une direction, la chose la plus facile, c'est de fabriquer un canal en forme de Y. Donc là, la cellule a juste deux bras et on peut étudier comme ça. Ça, c'est une simulation informatique qu'on a pu faire à partir de nos études pour montrer qu'on avait réussi à comprendre comment elle choisissait une direction. Et donc, voilà, donc avec ces dispositifs, on arrive à comprendre à la fois reproduire des éléments que les cellules rencontrent dans les tissus et ensuite à comprendre comment elles fonctionnent. Donc, une question qu'on peut se poser souvent après avoir vu toutes ces cellules dans ces canaux, c'est à quoi ça sert de comprendre tout ça. Et donc, je voulais un peu, là, juste résumer effectivement qu'est-ce que font ces cellules. Ces cellules immunitaires, non seulement elles rencontrent les pathogènes qu'elles vont
pouvoir détruire grâce à la réponse immunitaire adaptative, mais ce sont aussi les cellules qui vont pouvoir détecter les tumeurs et ensuite déclencher une réponse immunitaire contre la tumeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié et mis en avant, mais qui existe dans le corps de toute façon. Notre système immunitaire ne nous débarrasse pas seulement des pathogènes, il nous débarrasse aussi des tumeurs. Et il y a plein de petites tumeurs qui sont éliminées comme ça grâce au système immunitaire. Et on peut exploiter cette capacité du système immunitaire à détecter, à détruire les tumeurs pour des thérapies qui s'appellent l'immunothérapie, par exemple. Si vous avez peut-être entendu parler de ça, on va un peu renforcer le système immunitaire pour qu'il se mette à attaquer la tumeur. Et pour ça, en fait, pour que cette thérapie fonctionne, il faut absolument que les cellules immunitaires aient été capables de pénétrer dans la tumeur, d'en manger un petit bout et de ramener ce petit bout jusqu'au ganglion pour déclencher la réponse immunitaire. Donc ces cellules dendritiques qui se baladent dans le corps et qui passent à travers des petits trous, elles sont complètement essentielles pour déclencher la réponse, par exemple, qui va permettre d'exploiter les phénomènes d'immunothérapie. Et dans les tumeurs, c'est souvent des milieux très denses et on ne comprend pas encore très bien ce qui fait que les cellules vont être capables ou pas de rentrer dans une tumeur, par exemple. Il y a des études qui montrent actuellement que on sait que l'immunothérapie, quand ça marche, c'est comme magique. Hein, on peut débarrasser des gens qui sont au stade terminal de leur tumeur. Mais malheureusement, il y a des gens pour qui ça ne marche pas. Et donc, en essayant de comprendre un peu pourquoi parfois ça marche, pourquoi ça ne marche pas, un des facteurs déterminants, c'est est-ce qu'il y a des cellules dendritiques qui ont pu pénétrer dans la tumeur. Et ça, on ne comprend pas bien les signaux ou les propriétés des cellules qui leur permettent ou pas de pénétrer dans la tumeur. Une des choses qui leur permet de pénétrer, c'est effectivement leur capacité à passer dans des petits trous, à se déformer. C'est pour ça qu'on étudie ça. Alors, il y a d'autres cellules qui se promènent dans le corps, c'est les cellules tumorales. Et donc ça, c'est le phénomène d'invasion des tumeurs, qui s'appelle la métastase, où une tumeur qui va être, par exemple, encapsulée dans une membrane basale, donc être limitée dans son expansion, va être capable de sortir de la membrane basale et d'envahir les tissus environnants. Ça aussi, c'est un phénomène de migration qui fait qu'on peut retrouver des cellules d'une tumeur qui a démarré dans un organe, on peut les retrouver très loin dans d'autres organes, parfois partout dans le corps. Donc, on s'est aussi intéressé, en fait, on s'est demandé, est-ce que ces phénomènes qu'on a vus au niveau des cellules immunitaires, c'est-à-dire que ces cellules immunitaires qui sont des professionnels de la migration, les cellules tumorales, elles migrent, mais c'est plutôt pas normal, mais pour les cellules immunitaires, c'est normal. Est-ce que les cellules tumorales font la même chose que les cellules immunitaires? Est-ce qu'elles déforment leur noyau? Est-ce qu'elles le cassent? Et est-ce que ça a une importance pour le développement de la tumeur? Parce que comme on a observé que ça générait des mutations, enfin des dommages dans l'ADN, c'était une question assez naturelle. Et on s'est intéressé à un modèle de cancer qui est le cancer du sein. Et alors là, sur cette dernière partie de l'exposé, ça va être un exposé presque niveau recherche et assez pointu, quoi. Donc vous inquiétez pas si vous comprenez pas tout. J'essaye, j'ai pas présenté ça à une audience généraliste comme ça. Là, je l'ai présenté en fait cette étude la semaine dernière devant l'Organisation européenne de biologie moléculaire. On va voir, j'ai simplifié quand même. Mais bon, donc on va voir si vous arrivez à comprendre un peu le principe. Donc ce qui est particulier dans ce type de tumeur, c'est un type on va dire un des plus communs de cancer du sein, ça s'appelle le carcinome. Et ce carcinome va se développer d'abord dans les canaux lactiques. Et donc c'est l'étape que vous voyez là. Alors ça, c'est des images du même phénomène, mais dans une souris. Là. Et vous voyez là que la tumeur a rempli le canal lactique, mais ça, c'est un stade qu'on appelle in situ. Et heureusement, très souvent, les tumeurs sont détectées à ce stade. Et en fait, quand c'est détecté à ce stade, on peut simplement la retirer par chirurgie. Et en général, il n'y a pas de conséquences plus graves. C'est pour ça que en fait, dans le cancer du sein, ça marche particulièrement bien de faire des détections précoces, parce que si on le détecte à ce niveau-là, c'est pas grave. Si on attend trop, en fait, la tumeur va être capable
de passer à travers cette membrane basale. Ici, vous voyez, les tumeurs commencent à faire des trous dans la membrane basale, ce qu'on appelle la micro-invasion. Et une fois que c'est passé à travers, ça peut envahir tout le tissu environnant. Ça, c'est le stade invasif qui, là, est évidemment beaucoup plus difficile à soigner. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui fait que les cellules qui, là, étaient encapsulées dans ce canal lactique, et donc un peu empêchées d'envahir le reste du corps, vont être capables tout d'un coup de passer à cette barrière. Donc en fait, la raison pour laquelle elles sont capables de passer cette barrière, c'est qu'elles sont capables de la casser. Cette barrière est faite de collagène en partie, donc une des capacités qu'elles doivent acquérir pour passer à travers cette barrière, c'est de dégrader le collagène, capable de manger le collagène. Donc alors, une chose qu'on a fait pour étudier ça, c'est de reproduire encore un dispositif un peu comme nos canaux tout à l'heure, sauf que là, on a fait deux compartiments. Un compartiment, on va laisser des cellules tumorales croître, et ici, on met du collagène. Et si on attend, donc les cellules tumorales envahissent ce compartiment, et elles sont capables de passer à travers ces petits trous et d'envahir le collagène. Donc ça reproduit un peu ce phénomène-là. Donc quand on fait ça, on peut faire ce genre de film. Là, vous voyez les cellules ici qui sont dans ce canal, un peu comme une sorte de modèle de canal lactique. Elles se baladent, elles sont très denses, et elles passent à travers ces petits trous pour envahir le collagène. Donc ce qu'on s'est rendu compte ici, c'est qu'en fait, une chose qui n'était pas évidente, c'est que les cellules qui se développent dans ces espaces confinés, au lieu de rester bien tranquilles les unes à côté des autres, elles se baladent et elles prolifèrent, bien sûr, parce qu'il y en a de plus en plus, mais en plus, elles se continuent à bouger. C'est-à-dire que normalement, des cellules normales, lorsqu'on les met dans une boule fermée comme ça, elles finissent par être tellement serrées qu'elles ne peuvent plus bouger. C'est un phénomène qu'on appelle le jamming, qui est bien décrit, l'embouteillage, on va dire, c'est une embouteillage. Mais ces cellules tumorales, elles sont capables de continuer à bouger alors qu'elles sont très nombreuses. Imaginez si cette salle était remplie de gens et que tout le monde se décidait à essayer de passer par la porte là-bas, d'un coup, ce qui peut se produire quand il y a des mouvements de panique, et bien il y a des gens qui se retrouveraient écrasés. Et en regardant ces films, on se rend compte que c'est exactement ce qui se passe. Dans ces mouvements de cellules, dans cet environnement confiné très dense, les cellules s'écrasent les unes les autres parce qu'elles bougent. Et en s'écrasant, elles déforment le noyau, elles le cassent. Donc on a voulu étudier ça, c'était déjà quelque chose qu'on étudiait dans le laboratoire, et pour ça on a développé ce qu'on appelle le confineur à cellules. Donc c'est un petit système où on va pouvoir venir appuyer sur les cellules, et les cellules, là on appuie dessus, donc on l'écrase, mais de manière contrôlée pour aller par exemple casser son noyau et voir comment ça change son comportement. Là, le post-doctorant qui avait fait ça dans l'équipe, il est devenu entrepreneur et son entreprise est installée pas loin d'ici. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est que lorsqu'on appuie fort sur les cellules, au lieu de rester des cellules tranquilles comme ça, qui ne bougent pas trop, là, comme celle-là, eh ben, elles se deviennent des cellules comme ça, qui se mettent à bouger dans tous les sens. Donc ça, c'est ça, c'est un petit film, et là, on accumule toutes les images du film, donc on peut voir que celle-ci a exploré un espace beaucoup plus grand que celle-là. Et pourquoi elle peut explorer cet espace? Parce qu'en fait, elle est en train de manger le collagène qui l'entoure. Donc ça, on le voit dans cette expérience-là, où là, il y a une boule de cellules mise dans le collagène. Ces cellules ont été écrasées à 10 microns, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas été trop écrasées vu que c'est leur taille normale. Elles ne sortent pas de la boule. Celles-ci ont été écrasées à 2 microns et elles se mettent à sortir de la boule complètement. Et ce qui est en rouge, c'est le collagène qu'elles ont dégradé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on écrase les cellules? En fait, là, dans ce film-là, ce que vous voyez, c'est des noyaux de cellules sur lesquels on appuie. Et on a mis deux couleurs. On a mis une couleur verte qui nous permet de détecter les cassures d'ADN. Chaque petit point vert ici, c'est de l'ADN qui a été cassé. Et on a mis une couleur rouge qui nous permet de savoir quand l'enveloppe du noyau se rompt. Donc là, c'est juste que vous imaginiez bien que dans la cellule, il y a deux compartiments. Il y a ce qu'on appelle le cytoplasme, qui est à l'extérieur du noyau, mais à l'intérieur de la cellule. Et il y a le noyau, donc là où il y a l'ADN, et entre les deux, il y a une membrane. Et les choses ne peuvent pas passer comme elles veulent de chaque côté de l'enveloppe nucléaire. Donc là, vous voyez, vous avez par exemple cette protéine ici rouge, qui est uniquement dans le cytoplasme, et cette protéine verte qui est uniquement dans le noyau, parce qu'il y a une barrière entre les deux, qui est l'enveloppe nucléaire. Non ? Et lorsqu'on appuie sur le noyau, lorsque les noyaux seront comprimés, c'est comme si vous appuyez sur un ballon. Vous allez voir, ça fait des bulles et ça se casse.
Voilà. Et là, il y a une bulle, pof, vous la voyez qui explose. Voilà, poum. Et à chaque fois qu'elle explose, vous avez cette molécule rouge qui peut rentrer dans le noyau. Donc cet endroit-là, là où ça explose, il devient de plus en plus rouge. C'est un espèce de nez rouge au noyau. Là, on sait que les noyaux qui ont un nez rouge, ils ont cassé. Et on voit qu'ils ont plein de points verts à l'intérieur. Donc ils ont plein de cassures d'ADN aussi. Et donc là, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ce qu'on a pu voir avec ces expériences, c'est que à chaque fois que l'enveloppe nucléaire se casse, l'ADN se casse aussi. Non. Donc après, nous, ce qu'on a voulu, pour avancer dans la compréhension de ce phénomène, c'est dit il faut qu'on comprenne pourquoi les noyaux, lorsqu'on les comprime, pourquoi l'ADN se casse. Ça pourrait être juste mécanique, hein, vous appuyez sur un truc et ça casse, soit il pourrait y avoir en fait une molécule qui normalement est toujours à l'extérieur du noyau, donc elle ne peut pas abîmer l'ADN, et lorsque l'enveloppe se casse, elle rentre dedans et elle casse l'ADN. Et en fait, il y a plein de molécules comme ça dans les cellules, ça s'appelle des nucléases, et c'est très important parce qu'elles nettoient le cytoplasme de l'ADN, et en particulier de l'ADN viral. Le cytoplasme des cellules, quand les cellules se font affecter, elle peut être remplie d'ADN viral, donc on a des nucléases qui mangent cet ADN viral. Le problème, c'est que lorsque l'enveloppe du noyau se casse, ces nucléases qui sont censées nous protéger, enfin nettoyer le cytoplasme, elles vont se mettre à manger aussi l'ADN de la cellule parce qu'elles ne font pas la différence. Donc, on a vérifié ça, on a enlevé une des principales nucléases du cytoplasme qui s'appelle T-Rex. C'est un nom facile à retenir, pour une protéine qui mange tout. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on enlève T-Rex, donc ça c'est la cellule, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, lorsqu'on appuie sur les cellules, ça casse l'ADN. Si on enlève T-Rex, les cassures d'ADN, c'est tous ces petits points ici. On n'a plus du tout de petits points verts. Donc sans T-Rex, pas de cassure d'ADN. Donc ça nous donne un bon outil pour aller regarder et se dire, bon bah si sans T-Rex j'ai pas de cassure d'ADN, bah maintenant je peux regarder, est-ce que les cellules, donc tout à l'heure je vous ai montré que quand j'appuyais sur des cellules, j'induisais, elles se mettaient à manger le collagène. Maintenant si c'est à cause de T-Rex, bah, j'enlève T-Rex, et normalement je devrais pouvoir appuyer sur les cellules, elles ne vont pas manger le collagène. Donc c'est ce qu'on a fait ici, on a enlevé T-Rex, on a appuyé sur les cellules, on les a mis dans le collagène. Ici en rouge, on marque le collagène qu'elles ont mangé. On voit qu'elles ne mangent plus le collagène. Alors, on le quantifie ici. Et ensuite, lorsqu'on les met dans notre test d'invasion in vitro, on voit qu'elles envahissent moins, elles sortent moins, elles arrivent moins à envahir le collagène. Donc après, on a été regarder dans les souris si ça pouvait bien être valable. Donc une des prédictions, c'est que les cellules qui vont être en périphérie de la tumeur devraient avoir des cassures d'ADN. Et donc là, vous voyez, on marque les cassures d'ADN en violet. On voit ici plein de cellules violettes en périphérie d'une tumeur. Ça, c'est toujours dans les souris. Et ici, on les voit. Là, on marque, ici, elle est marquée en vert. Là, il y a un site micro-invasif. Donc, c'est une cellule qui est en train d'envahir le collagène, d'essayer de sortir du canal lactique. Et elle a plein de cassures d'ADN. Voilà. Et là, donc on a commencé aussi à regarder dans des tissus humains. Donc ça, c'est écrit par le médecin qui m'a envoyé cette image. C'est un collaborateur en Italie. Donc ça, c'est une tumeur mammaire. Ça, c'est l'intérieur. On voit que les noyaux sont bien ronds. Et ici, il y a un groupe de cellules dont les noyaux sont très déformés, qui est un endroit, donc un fossier micro-invasif, et les noyaux sont marrons parce qu'ils sont marqués pour les cassures d'ADN. Tous les noyaux marrons sont pleins de cassures d'ADN. Voilà. Et ils sont en train d'envahir. Donc on a depuis fait des expériences que je ne vous montre pas là parce qu'on ne les a pas encore mis en forme. On a fait des souris sans ce fameux T-Rex, et leurs tumeurs restent toujours in situ. Elles ne sortent jamais des canaux. Donc on pense avec ça, on a réussi à découvrir quelque chose qui peut être assez intéressant et potentiellement important, que la transition entre le stade in situ et le stade invasif du carcinome pourrait être due au confinement des cellules, donc ces cellules qui sont coincées dans le canal lactique, qui continuent à bouger, qui s'écrasent les unes les autres, elles cassent leur noyau, ça crée des cassures d'ADN à cause de T-Rex, et elles se mettent à envahir le tissu. Voilà. Ça, c'est les gens qui ont fait ce travail.
les deux postdoctorants, Sonia et Guillermé. Et ça, c'est des collaborateurs. Donc, nous, on n'est pas des spécialistes du cancer du sein. Donc, c'est Philippe Chavrier et Giorgio Chita qui sont des spécialistes, et puis Nicolas Manel qui nous aide sur des questions liées à l'immunité. Voilà. Donc ça, c'est un peu, on va dire, on a découvert un peu par hasard, en étudiant comment les cellules passent à travers des petits trous, qu'elles peuvent casser leur noyau en se déformant. Et là, on a une étude qui nous montre que ces cassures du noyau peuvent avoir lieu dans le contexte du développement du cancer du sein et participer à une étape importante de l'invasion des tumeurs dans le cancer du sein. Voilà, là je vais juste finir par des petits trucs moins sérieux que le cancer du sein. Alors, pour vous montrer qu'avec les cellules, on peut pas mal s'amuser aussi, parce que les cellules, comme c'est des petites bêtes qui bougent, on peut leur faire tout un tas de trucs. Et donc, il y a quelques années, on s'était amusé à mettre des cellules sur des lignes. Et donc, vous voyez là, ce qui est rouge, c'est une molécule sur laquelle les cellules aiment accrocher. En dehors, elles ne peuvent pas accrocher. Donc, lorsqu'on les pose là-dessus, elles sont capables uniquement de bouger sur les lignes. Lorsqu'on a fait ça, en fait, on s'est dit, ah bah ça ressemble à une course. On dirait qu'elles font la course les unes avec les autres, bon, sauf qu'elles ne vont pas toutes dans le même sens. Et donc on a organisé en fait la première course mondiale de cellules. C'était déjà il y a un certain temps. C'était en 2011. Vous pouvez regarder sur internet parce que ça avait eu pas mal de succès. Donc il y a encore plein de liens sur cette course mondiale de cellules. Et en fait, à partir de cette course mondiale de cellules, bon, à part le fait que tout le monde s'était du coup un peu intéressé à la migration des cellules, on a aussi fait plusieurs découvertes assez importantes. Entre autres, on a pu découvrir des lois un peu universelles qui guident la migration des cellules. Parce qu'on a fait participer en fait des dizaines de labos dans le monde. On a récupéré 700 films de cellules et donc on a analysé 10 000 cellules en tout. Bon, on a donné un prix et tout, il y a une gagnante, la cellule la plus rapide du monde, qui venait de Singapour. Là. Je ne vous ai pas mis les films de la course, mais c'est assez rigolo. Et donc, mais on a eu comme ça des données sur 10 000 cellules, de 50 types cellulaires différents, et en faisant des analyses dessus, on a découvert une loi générale de la migration. Alors sinon, là c'est vraiment quelque chose là, que je ne vais même pas vous expliquer ce qu'on cherche à comprendre avec ça. Et là, vous avez des cellules, vous voyez, qui jouent au foot avec des petites boules. Celle-ci dribble avec ses... Voilà. Je vais donner un autre exemple. Et c'est quelque chose qu'on peut leur faire très facilement en fait. Ces petits bouts de cellules, c'est des fragments de cellules mortes. Et celle-là, elle a carrément... Elle s'est pris les deux balles pour elle toute seule. Et là, hop, et à chaque fois qu'elle touche ces petits... Hop, clac. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que ces cellules, vous voyez que lorsqu'elles ne touchent pas ces petits fragments, elles ne bougent pas. Et dès qu'elles en touchent un, elles poussent le fragment, mais elles-mêmes se mettent à bouger. Parce que ce fragment, en fait, va leur donner une propriété dont elles ont besoin pour bouger, qui est la polarité. Elles se mettent à avoir un avant, un arrière. Et donc elles se mettent à bouger. Voilà, donc j'ai fini et je vais vous dire, donc voilà, donc des gens qui travaillent dans notre labo peuvent ensuite faire des choses assez variées. Par exemple, Maël, qui est devenu un entrepreneur, qui est une entreprise qui commercialise toutes les espèces d'outils qu'on a pu développer, donc il a des idées peut-être beaucoup plus larges là-dessus. Et puis aussi des collaborations qui nous ont permis de faire d'expliquer un peu ce qu'on faisait grâce à un dessinateur. Et en fait, je pensais que j'avais un début, peut-être oublié. Ouais. Je l'ai oublié. Et donc, ça, vous pouvez regarder si vous retenez Globule, si vous allez sur Internet, il y a un site, et c'est un petit livre qui raconte la vie des cellules dendritiques. J'ai pas mal des dessins que j'avais dans ma présentation viennent de ce livre-là. Ça, c'est des images pour vous montrer un peu les gens qui ont participé dans mon laboratoire à différentes choses que je vous ai montrées. Donc, entre autres, là, Guillermé, je vous ai déjà montré sa photo. Et c'est pour vous dire aussi, dans les laboratoires de recherche, on est des équipes en général très internationales. Guillermé est brésilien, vous avez Juanma qui est espagnol, vous avez Pablo qui est chilien, Nishit qui est indien, Larissa qui est russe, un autre Pablo qui est aussi chilien. Et voilà, là on a quelques Français quand même aussi. Et voilà, merci pour votre attention.
Bravo pour cet exposé passionnant. C'était vraiment un grand plaisir de voir ces belles images et ces beaux films. Ça pose beaucoup de questions, donc je vais vous laisser la parole maintenant pour poser quelques questions. Alors. J'ai deux questions. La première est de culture générale plutôt. Oui. Ces cellules dendritiques qui foncent apporter des informations dans les ganglions, ces ganglions, enfin ces cellules dans les ganglions, comment elles font pour retrouver l'information? Elles ont une base de données Alors, oui, ça c'est bon. Là, il faut faire un grand cours sur l'immunologie, mais c'est compliqué. Mais donc, qu'est-ce qu'elles font en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Elles apportent l'information, ça veut dire qu'elles mangent, en fait, elles digèrent ce qu'elles ont mangé, elles le réduisent en petits bouts, qu'elles vont mettre sur leur surface. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la présentation des antigènes. Vous connaissez MHC, classe 1, classe 2. Et qu'est-ce qu'elles font une fois qu'elles sont dans le ganglion? Elles s'arrêtent de bouger, et au lieu d'être des petites cellules comme ça qui gigotent, elles étendent des grands bras, c'est pour ça qu'on les appelle dendritiques, et sur toute leur surface est décorée de tout ce qu'elles ont mangé. Là, elles s'arrêtent là, et là passent à côté d'elles les lymphocytes qui, eux, vont essayer de détecter s'ils ont sur eux des anticorps qui reconnaissent des antigènes qu'a apporté la cellule présentatrice d'antigènes, donc la cellule dendritique. Et c'est par cette reconnaissance, donc un peu au hasard, donc tous les lymphocytes passent parce qu'ils passent dans le flux sanguin, ils passent par le ganglion à partir du flux sanguin. Ils s'arrêtent et ils tâtent les cellules dendritiques qu'ils croisent. Et lorsque un de leurs anticorps reconnaît un antigène de la cellule dendritique, ils s'accrochent dessus. En fait, ils ont tout un système pour reconnaître que c'est une bonne reconnaissance. Ils tirent dessus, en fait. C'est mécanique. Ils regardent si c'est bien accroché. Et si c'est bien accroché, ils vont déclencher, donc ils vont être un programme de survie, de division. Ils vont se mettre à proliférer. Et donc il va y avoir, c'est ça la réponse immunitaire adaptative, tout un tas de lymphocytes qui ont cet anticorps qui reconnaît l'antigène qui vient du pathogène, qui vont proliférer, qui vont produire ces anticorps et qui vont pouvoir attaquer le pathogène. Après, il y a plein d'autres choses plus compliquées. Une question compliquée, c'est de comprendre comment le système immunitaire fait pour ne pas détecter des antigènes qui viennent de notre propre corps. Ce qui est le problème, un des problèmes en particulier de l'immunothérapie, c'est de ne pas avoir de maladie auto-immune déclenchée par ça. Une autre question? Vous pouvez me dire ce que c'était le pays? T-Rex, alors ouais, T-Rex, c'est une protéine qu'on appelle une nucléase. Une nucléase, c'est une protéine qui est capable de digérer l'ADN, de couper l'ADN en petits morceaux. Et alors cette protéine, elle est normalement dans le cytoplasme des cellules, donc exclue du noyau, donc elle ne risque pas de manger l'ADN du noyau. Et entre les deux, il y a cette membrane nucléaire, où il y a des pores qui s'appellent les pores nucléaires qui filtrent qu'est-ce qui passe dans un sens et dans l'autre. Et dans le cytoplasme, elle mange toute l'ADN qui se retrouve dans le cytoplasme. En général, l'ADN qui se retrouve dans le cytoplasme, c'est soit de l'ADN viral, donc pour nettoyer les virus, soit c'est de l'ADN qui est sorti du noyau, alors qui ne devrait pas être sorti du noyau. Et ça aussi, il faut le nettoyer parce que sinon, tous les systèmes de reconnaissance d'ADN qui sont là pour détecter des virus risquent de se déclencher avec votre propre ADN. Et ça donne des maladies auto-immunes parce qu'on se met à produire des anticorps contre notre propre ADN. Ce qui est, voilà, ça fait des maladies qui ne sont pas terribles. En fait, d'ailleurs, les mutants de T-Rex, on ne peut pas vraiment attaquer T-Rex pour essayer d'empêcher le cancer parce que quand T-Rex ne fonctionne pas, on a des maladies auto-immunes. Oui, alors merci beaucoup pour cet exposé. J'avais deux questions. Première question, c'est par rapport au fait que vos cellules, elles aillent quand même plus à un endroit. Est-ce que vous les attirez quand même? Ouais. Alors, dans les canaux? Oui, et en particulier dans les trois canaux, ouais. là. Ouais, alors, c'est pas aléatoire. Des fois, on les attire, Ouais. effectivement. Alors, les cellules immunitaires, lorsqu'elles ont mangé, ces cellules dendritiques en particulier, je vais parler de celles-là en particulier, lorsqu'elles ont mangé un pathogène, elles vont changer un peu ça va les changer. Elles vont se mettre à exprimer des nouvelles protéines et en particulier des récepteurs à des molécules qu'on appelle des chimiokines. Donc c'est des petites molécules qui vont les attirer. Donc, normalement, elles ne sont pas attirées par ces chimiokines et quand elles ont mangé un pathogène, elles se mettent à voir les chimiokines et à être attirées et donc à courir vers les canaux lymphatiques. Et ces chimiokines sont produites par les cellules de la paroi du canal lymphatique. Voilà. Et
là, elles s'appellent CCL19, C'est ce que vous CCL21. utilisez expérimentalement. On peut les utiliser expérimentalement. Ouais, voilà. Et la deuxième question, je ne sais pas si j'ai bien compris, il manque le trait d'union, le lien entre la cassure d'ADN et la dégradation de collagène. Ouais, et on ne le connaît pas. En fait, je peux juste... voilà, ça c'est... Même quand je fais un exposé devant des scientifiques, c'est la même question. En fait, je peux vous donner un élément de réponse, mais qui est un peu compliqué, c'est que donc, lorsque l'ADN est cassé, la cellule reconnaît les cassures d'ADN, active une voie de signalisation qui dépend d'une kinase qui s'appelle ATM, qui est très importante parce qu'elle déclenche la réparation de l'ADN. Lorsqu'il y a beaucoup de cassures d'ADN, cette kinase va aussi déclencher un processus qui s'appelle la sénescence, qui va faire que la cellule va arrêter de se diviser. Donc normalement, lorsqu'il y a de la cassure d'ADN, les cellules arrêtent de proliférer. C'est une protection contre les dommages à l'ADN. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, beaucoup de maladies qui sont liées, des mutations dans les phénomènes de réparation de l'ADN, donnent des maladies de vieillissement accéléré. Ou d'ailleurs, des maladies de noyaux fragiles. Donc c'est une maladie qui s'appelle la progéria, c'est une mutation dans cette lamine A qui entoure le noyau. Les gens qui ont cette maladie, en fait, vont vieillir de manière accélérée. Pareil avec le soleil casse l'ADN dans les cellules et ça fait vieillir la peau, par exemple. Parce que quand les cellules ont des cassures d'ADN, normalement, elles arrêtent de se diviser. C'est le phénomène de sénescence ou de vieillissement cellulaire. Et les cellules tumorales n'ont pas ça. Donc lorsqu'elles ont de la cassure d'ADN, elles activent ATM, mais elles n'arrêtent pas de proliférer. Par contre, dans la voie de signalisation d'ATM, il n'y a pas que l'arrêt de prolifération, il y a aussi toute une activation de ce qu'on appelle le Secretory Associated à sénescence. Donc c'est un ensemble de protéines qui sont sécrétées lorsque les cellules rentrent en sénescence. C'est des protéines inflammatoires qui peuvent dire, par exemple, parce que lorsqu'il y a des cassures d'ADN, le système immunitaire doit aussi venir pour nettoyer, par exemple, les cellules, les tuer. Et donc, les cellules... Ouais, c'est papa qui parle. Tu peux là. Elle avait une question à poser. Et donc, ces cellules qui ont eu la cassure d'ADN vont activer ATM. ATM va déclencher toute cette voie de sécrétion. Et dans ces protéines qui sont sécrétées, il y a les métalloprotéases qui dégradent le collagène. Pourquoi? Donc ça, on peut en discuter si vous voulez après. Mais une des raisons, moi j'imagine, c'est parce que lorsque si les cellules par exemple cassent leur ADN parce qu'elles sont trop compressées, elles veulent peut-être faire un peu de place pour les autres. Et donc dégrader la matrice, c'est pas forcément grave si elles arrêtent, si elles ne prolifèrent pas. Donc ça peut être une manière de faire un peu de place, mais normalement elles ne devraient pas proliférer. Et le problème, c'est que ces cellules-là, comme elles sont mutées dans des voies de signalisation, c'est peut-être P53, donc c'est un des gènes qui est le plus souvent muté dans les cancers, et ben ça fait que même quand elles ont de la cassure d'ADN, elles continuent à proliférer. Donc ces cellules dégradent et prolifèrent. Donc ce qui est dangereux avec ces cellules, c'est qu'elles elles ne perdent pas leur propriété de prolifération alors qu'elles se mettent à dégrader le collagène. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on rend le truc. En tout cas, ça dépend d'une voie de signalisation qui s'appelle ATM et qui est déclenchée par la cassure d'ADN. Bien sûr, vous pouvez continuer à échanger sur ce thème un peu spécialisé. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Moi, j'avais une dernière question. Ouais. Le rapport entre tout ce que vous nous avez raconté et la division cellulaire. C'est-à-dire qu'au moment de la division cellulaire, le noyau Casse l'enveloppe. casse l'enveloppe, Ouais. se divise en deux. Ouais. Et donc, quel est le lien avec cette histoire, Alors, l'histoire que vous avez racontée? Alors, rapidement, oui, c'est peut-être une question. Je ne sais pas si j'arrive rapidement. Mais donc, c'est des choses qu'on... Donc, alors, il y a plusieurs aspects à cette question. Il y a par exemple, qu'est-ce que devient T-Rex pendant la mitose? Est-ce que T-Rex abîme aussi les chromosomes pendant la mitose? Ça, il y a plusieurs aspects à ça. En partie, oui, ça abîme. Et en partie, il y a des signalisations qui empêchent, donc la mitose est associée à l'activation encore d'autres kinases qui phosphorylent et qui empêchent T-Rex d'être trop méchant. Mais ouais. Mais à ce moment-là, quand même, si l'ADN est très condensé, L'ADN est très condensé, ça protège aussi, mais il y a des nucléases qui marchent pendant la mitose. Si on les fait rentrer, elles sont même importantes en fait, parce qu'après il y a des petits liens dans les chromosomes qu'il faut pouvoir couper.
Mais bon, c'est des choses qui ont été étudiées. Il y a des nucléases qui sont actifs pendant la mitose. Et si on les exprime dans le noyau des cellules en interface, elles détruisent totalement le noyau. Donc il y a ça et cet aspect-là. Après, est-ce que le confinement est embêtant pour les cellules en division? Donc ça, c'est aussi un aspect qu'on a étudié, que je ne vais pas montrer là. Et effectivement, les cellules, lorsqu'elles se divisent, elles ont besoin d'assez de place pour assembler ce qu'on appelle le fuseau mitotique, qui est une espèce de machine qui va séparer les chromosomes. Et ça, c'est une étude qu'on a fait aussi. Si les cellules sont trop confinées lorsqu'elles se divisent, elles ne sont pas capables d'assembler leur fuseau mitotique correctement. Elles vont avoir des défauts de ségrégation des chromosomes. Et ça donne encore d'autres types de défauts. C'est-à-dire qu'il y a des chromosomes qui se retrouvent à se balader. C'est ce qu'on appelle des micro-noyaux. Et ça peut donner aussi d'autres types de problèmes. Là, j'en ai pas parlé du tout. Mais normalement, ce que les cellules font en mitose, c'est qu'elles deviennent sphériques. On connaît les mitoses au fait qu'elles sont sphériques, alors que toutes les autres cellules sont déformées, elles sont sphériques. Et elles sont sphériques parce qu'elles gonflent. Elles se gonflent comme un ballon et elles se poussent sur les autres. C'est aussi des choses qu'on a étudiées. D'accord, je vous propose qu'on arrête là pour l'instant, puisqu'il y a l'autre conférence qui va venir, et qu'on applaudit encore très fort. Vous retrouverez cette conférence sur YouTube, puisque maintenant, vous savez qu'on filme les conférences, et ensuite on les met sur YouTube, donc vous pourrez la retrouver. Et voilà, maintenant vous pouvez aussi poser des questions à Mathieu en attendant la prochaine conférence dans 5 minutes.